réseau de production d'eau conditionnée démantelé à Adjamé. Ce sont au total une quarantaine de personnes qui ont été interpellées et qui seront mises à la disposition du parquet d'Abidjan. Halo, village situé non loin de Niakaramandougou, dans le centre du pays, les populations font face à plusieurs difficultés, le manque d'eau potable et de routes, une situation qui dure depuis des années maintenant. Et puis découverte de l'île de Pâques le 5 avril 1722, près de 900 statues gigantesques sculptées dans un seul bloc se trouvent sur cette île. Elle pèse en moyenne 14 tonnes. Madame, Monsieur, bonsoir. La brigade de salubrité urbaine a mis la main sur un réseau de production d'eau conditionnée dans les sachets plastiques dans la commune d'Adjamé. Le ministère de l'Environnement et de la salubrité urbaine et du développement humain veut par cette répression mettre fin à l'utilisation des sachets plastiques et aussi faire respecter le décret 2013-327 du 13 mai 2013 qui interdit la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques. Le reportage de Grace Kando. Un réseau de fabricants d'eau en sachet, de lait caillé et de jus démantelé par la brigade de salubrité dans la commune d'Adjamé. Dans ce lieu mal entretenu du marché Gouro, une trentaine d'entrepôts et 140 réfrigérateurs ont été découverts. L'eau recueillie du robinet ou dans de grands fûts de 1000 litres à l'aide de machines artisanales n'est soumise à aucun traitement préalable. On a eu des informations qui nous ont envoyées à cet endroit-là. On a constaté la présence d'une fabrique artisanale d'eau en sachet plastique. L'immensité de cette fabrique-là fait qu'il fallait qu'on intervienne avec les secours du district de police d'Adjamé. 40 personnes ont été mises à la disposition du parquet d'Abidjan. La loi interdit la commercialisation, la détention et la production des sachets plastiques. Si vous ne respectez pas ces prescriptions-là, vous risquez des amendes qui vont partir de 1 million jusqu'à 100 millions, 500 millions. Ça va toucher les industriels. Maintenant, pour les particuliers, ça peut partir des peines de prison allant de 2 mois jusqu'à 5 ans de prison. La phase de répression de l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation des sachets plastiques a commencé. Des numéros verts sont mis à la disposition des populations pour dénoncer les réfractaires. Il s'agit du 56 50 00 00 ou 47 14 00 00. Le ministère de l'Environnement et de la salubrité urbaine du développement durable passe donc à la phase de répression. Rendons-nous à l'eau, un village du centre du pays où infrastructures routières et eau potable font défaut. Les villageois sont obligés de faire des kilomètres pour se procurer le précieux sésame. Ces kilomètres, ils les font à pied sur des pistes. Les plus chanceux enfourchent leur moto. Et pour rallier Niakaramandougou et l'eau, il faut se lever tôt. Le village n'a pas mal à ses routes. Il n'y en a pas tout simplement. Nous le verrons tout à l'heure. Bousculade à la pompe villageoise de l'Or à 30 km de Niakaramandougou. Pour ce village d'environ 2000 âmes, un seul point d'eau, donc ces épreuves, le quotidien des femmes pour apporter la goutte d'eau potable dans leur ménage. Pas d'eau. La grande cuvette que vous voyez là, on peut avoir 2 cuvettes dans une famille. Nous sommes obligés de partager ce village en 4 quartiers. 2 cuvettes d'eau potable par ménage et pour 3 jours, en attendant le prochain tour de passage de son quartier à la pompe. Impossible de tenir le coup, raison de la ruée vers les marigots. Il a plu, il y a un peu d'eau. Mais quand il ne pleut pas, il n'y a rien. On a obligé de creuser des petits trous pour que l'eau file dedans. Et puis on puisse aller travailler ça. On se lave ça, on lave les amis, mais on prépare ça. Il y a une pierre, on met dedans. La boue reste en bas. Le vrai, là, ça sort en haut. Là, on quitte ça et puis on va préparer ça, on mange. Alors, une seule explication au problème d'eau, la population a quadruplé en moins de 3 ans. Le village ayant accueilli les clandestins expulsés des forêts classées de l'Or et de la Pirée. Une seule pompe, vraiment c'est très difficile. Même l'eau que vous voyez là, que des gens consomment avec un produit, on ne sait même pas d'où ça vient. On est obligé de mettre ce produit dans l'eau, avoir peut-être une eau potable pour boire.
mais ce n'est pas de l'eau vraiment potable. Lors, un village hanté par les maladies de l'insalubrité du fait du manque d'eau est la prière des villageois ne jamais tomber malade. Car se déplacer de l'or relève du parcours du combattant. En cas de maladie grave, il n'y a pas de véhicule d'évacuation ici. Donc on est obligé d'utiliser nos maigres moyens, les motos bien à vélo, pour aller à Niakara. À la faveur du PPU, on a investi des millions pour relier le chef de sous-préfecture à ce village sans qu'on ait fait le pont, pour permettre l'évacuation des produits, la circulation de la population. À l'origine, campement d'autochtones Tagbana et d'halogènes, l'or a été érigé en village en 2010. À ce jour, c'est le plus gros et le plus peuplé des villages de la sous-préfecture d'Arikoka, distante de 15 km. Le cancer du col de l'utérus, le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, est provoqué par les virus de la famille papillomavirus humain. Une ONG a décidé de sensibiliser les femmes sur cette maladie en les éduquant à la salubrité. La sensibilisation a démarré dans le département de Grand Laou où plus de 400 femmes ont été dépistées. Le cancer du col de l'utérus est dû à une infection sexuellement transmissible qui est causée par le virus du papillome humain ou HPV. Ce cancer se manifeste le plus souvent par des pertes de sang survenant en dehors des règles menstruelles. Cette maladie se transmet entre autres par la précocité des rapports sexuels chez les jeunes filles et la multiplicité des partenaires. L'ONG Willik International a fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus son cheval de bataille. Chaque année, elle organise des campagnes de sensibilisation en vue de dépister et de traiter d'éventuels malades. Cette année, ce sont 427 femmes de la sous-préfecture d'Awanou dans le département de Grand Laou qui ont été dépistées. C'est notre objectif de faire cette éducation à l'autopalpation du sein et le dépistage, mais nous allons profiter aussi pour essayer d'éduquer les femmes à la salubrité. Les toutes premières lésions ne sont pas perceptibles, on ne sent absolument rien. Donc dépister, c'est le seul moyen de le rencontrer et ensuite de le traiter immédiatement pour éviter l'évolution dans 15 ans, 20 ans. La particularité de la campagne de cette année est l'utilisation, pour la première fois, d'une technologie de dépistage visuel par photo cellulaire. Cette technologie a permis à l'ONG une meilleure supervision du personnel de santé à distance. Et c'est la sous-préfecture d'Awanou qui a été choisie comme site pilote pour l'expérimentation. Cela a permis d'étudier le comportement de propreté de la population et également de les éduquer pour le bien-être de leur environnement. Et de nombreuses personnes vivent avec une autre maladie, le VIH-Sida. Avec l'évolution de la science, des médicaments antirétroviraux permettent de freiner l'évolution du sida. Plusieurs projets ont été mis en place pour lutter contre la maladie. Le projet SIRA notamment, 6 ans après sa mise en place, le bilan de ce projet est fait. Un projet financé par les États-Unis à plus de 8 milliards de francs CFA. Herman Yamia. Après 6 ans et demi de mise en œuvre du projet SIERA, les responsables de l'ONG Hope Côte d'Ivoire en atelier pour faire le bilan. Ce projet a été mis en œuvre pour contribuer à la réduction de l'impact de l'infection au VIH par le renforcement des capacités des organisations locales en vue de développer des réponses communautaires efficaces et pérennes pour délivrer des soins et soutiens à 20 000 orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida et leurs familles et prévenir l'infection à VIH chez 100 000 personnes de 2010 à 2015. À l'heure du bilan, les responsables jugent les résultats satisfaisants. Pendant ces 6 ans, nous avons travaillé avec une quarantaine d'ONG pour mettre en œuvre des services, des activités communautaires VIH. Nous avons mis en œuvre plusieurs domaines de lutte contre le sida, notamment la prévention du risque sexuel, le dépistage communautaire, les soins et soutiens aux personnes vivant avec le VIH, que nous avons intégrés dans les soins. Et nous avons soutenu leurs enfants qui sont les orphelins et les enfants rendus vulnérables du VIH-Sida. Financé par le gouvernement américain à hauteur de 17 millions de dollars, soit plus de 8 milliards 500 millions de francs CFA, ce projet a été mis en œuvre dans 27 districts sanitaires de 9 régions du pays sur la période 2010-2017. Les nombreuses ONG partenaires qui ont participé au projet ont permis de soutenir les actions de l'État dans la lutte contre cette pandémie.
De quoi satisfaire le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui annonce que l'État veut faire encore plus afin de freiner ce fléau en Côte d'Ivoire. Au cours de la dernière réunion du Conseil national sur le sida, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé d'ici 2018 à atteindre 3,90. L'État de Côte d'Ivoire est passé de 4 milliards à 21 milliards pour l'achat des médicaments. Malgré les nombreuses actions menées, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH est encore une réalité. Les responsables de l'ONG Hope Côte d'Ivoire demandent donc l'implication de toute la population afin de briser ces barrières. La ville de Genoula vient d'inaugurer un centre social. Ce centre va accueillir des orphelins et des personnes en situation de handicap. Et c'est une initiative du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le reportage de Amadou Alter. Trouver un cadre idéal pour accueillir les orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH et d'autres cas sociaux tels que des personnes vivant avec handicap. Permettre également à l'État de Côte d'Ivoire de mieux exercer sa politique sociale à l'intérieur du pays. Des raisons qui justifient la réalisation d'un centre social à Genoula. C'est dans la région de la Maraoué. Une initiative du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité avec l'appui du gouvernement américain à travers le PEPFAR. L'inauguration de ce centre a réuni les différentes autorités administratives et politiques de la région. La représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi que le porte-parole de la population, exhortent les bénéficiaires à fréquenter ce nouveau centre social. La cérémonie qui nous réunit ce matin est importante à plus d'un titre. Elle a permis de doter le département de Genoula d'un outil de mise en œuvre de la politique sociale de l'État et de prise en charge des populations vulnérables. Ça peut m'aider à progresser. Une visite guidée des locaux du tout nouveau centre social de Genoula a permis aux différents invités de mieux comprendre son fonctionnement. En Indonésie, c'est l'excision qui trouble le sommeil des habitants dans ce pays musulman le plus peuplé du monde. Cette pratique est encore largement pratiquée malgré les condamnations des Nations Unies et d'une partie de la société. Elle a à peine 18 mois, mais la petite Salsa Jafar vient tout juste d'être excisée. Ici sur l'île de Sulawesi, comme ailleurs en Indonésie, c'est la tradition de couper le capuchon qui recouvre le clitoris des petites filles. Il faut qu'on le fasse si on veut qu'elle entre dans l'islam. Sans ça, elle ne pourra pas devenir musulmane. L'excision est pratiquée depuis des générations en Indonésie dans le but d'atténuer le désir sexuel. Si on ne pratique pas l'excision, elle aura des problèmes mentaux. On est obligé de le faire. Bien que ce soit difficile à estimer, les méthodes indonésiennes sont généralement considérées comme moins douloureuses qu'ailleurs dans le monde où la pratique existe. Mais les Nations Unies condamnent toute forme d'excision ou, selon le terme médical, mutilation génitale féminine. Dans le Coran, il n'y a aucune mention du besoin de pratiquer l'excision. Pour les hommes, oui, la circoncision est obligatoire. Mais pour les femmes, il n'y a aucun verset, pas la moindre phrase qui oblige les femmes à être excisées. Le débat autour de la question prend de l'ampleur dans la société indonésienne, mais il semble difficile que la pratique s'arrête totalement un jour. Le gouvernement a souvent changé de position sur l'excision sans jamais fermement l'interdire. Le 5 avril 1722, jour de la découverte de l'île de Pâques. À sur l'île de Pâques, il y a des statues gigantesques sculptées d'un seul bloc et elles pèsent en moyenne 14 tonnes. 5 avril 1722, découverte de l'île de Pâques. Le 5 avril, l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen aborde une île isolée en plein Pacifique. Comme c'est le jour de Pâques, il la baptise tout simplement île de Pâques. L'île est le sommet émergé d'un massif volcanique sous-marin. À la différence de la plupart des autres îles du Pacifique,
Elle n'est pas protégée des vagues par une barrière de corail et un lagon, ce qui rend son approche en bateau difficile. Sur son sol aride de 171 km² survivent quelques centaines de misérables polynésiens. Les ancêtres de ces malheureux, arrivés en pirogue entre 900 et 1200 de notre ère, avaient découvert un paradis doté d'une faune et d'une flore exubérantes qu'ils avaient appelé dans leur langue Rapa Nui. Ils avaient bâti une société prospère et même inventé une écriture idéographique, le Rondo Rongo. Ils s'étaient multipliés jusqu'à être 10 000 ou 15 000. La population était divisée en clans familiaux dont chacun était établi dans l'une des vallées sèches qui descendaient vers l'océan, cultivant ses jardins et honorant ses morts. Les dépouilles de ces derniers étaient déposées sur la grève. Pour se protéger de l'océan hostile, chaque clan avait aménagé près du rivage une plateforme en pierre surmontée de statues géantes, alignées comme à la parade, au regard impressionnant de vie tourné vers les jardins et les habitants. On a dénombré au total 800 statues représentant des hommes et des femmes d'une taille de 1 mètre à 22 mètres. La majorité sont restées sur les lieux d'extraction en position couchée. 256 ont été déplacées et 167 ont été érigées sur des plateformes. En 1888, l'île passe sous la souveraineté du Chili. Un entrepreneur livre le sol à des milliers de moutons. Le surpâturage dévaste ce qui reste de ressources agricoles et relègue les derniers habitants dans un recoin de l'île. Je vous conseille d'aller faire un tour sur l'île de Pâques. Voilà, c'est la fin de ce journal et portez-vous bien.